Tonight, I have the pleasure of introducing Scholastique Mukasonga and Maza Mengistu. Born in Rwanda, Scholastique Mukasonga experienced from childhood the violence and humiliation of the ethnic conflicts that shook her country. In the aftermath of the brutal genocide of the Tutsi, Mukasonga learned that 37 of her family members had been massacred. Her first novel, Our Lady of the Nile, was adapted into a film by Atik Rahimi in 2019. The New York Times named her memoir, Cockroaches, one of the 50 best memoirs of the past 50 years. And in 2019, another one of her memoirs, The Barefoot Woman, was a finalist for the National Book Award in Translated Literature. She's here tonight to share her collection of autobiographical short stories, Igifu, which was just translated from the French by Jordan Stump and published by Archipelago Books in the US. Our moderator, Maza Mengistu, is the author of the novels Beneath the Lion's Gaze, selected by The Guardian as one of the 10 best contemporary African books, and The Shadow King, which was just recently shortlisted for the 2020 Booker Prize. She is the recipient of an American Academy of Arts and Letters Award, the Premio Il Pont, and fellowships from the Fulbright Scholar Program, the National Endowment for the Arts, Creative Capital, and Literaturhaus Zurich. Her works can be found in The New Yorker, New York Review of Books, Granta, The Guardian, The New York Times, Rolling Stone, and BBC, among other publications. And joining them on screen is Omar Barada, a writer and translator who is here as interpreter for Scholastique and Maza. Thank you all again for being here. And now Scholastique, Maza, and Omar. Thank you all for coming tonight or for logging in tonight to join us. It is my sincere pleasure to be in conversation with Scholastique Mukasonga, whom I have admired for so many years and through so many of her books. And when I was asked to take part in this conversation, I immediately went to my bookshelf to look for all of my other Scholastique Mukasonga books. And I found a few here, and those of you that have not read any of these, I cannot recommend them enough. These are beautiful, and so the fact that I get to speak to her about Igifu is really a deep honor for me. So Scholastique, welcome. Thank you for being here. I'll pause here. Omar, maybe you can translate and then I can jump in. Yes, I will translate very briefly, and just to tell everyone, I will be translating back and forth. Scholastique, donc Maza vous dit sa fierté, son bonheur d'être en conversation avec vous. Elle vous lit depuis de nombreuses années. Quand on lui a proposé de faire cette rencontre, elle est allée tout de suite à son étagère et a sorti tous vos livres pour les relire. Et donc, elle vient de conseiller à tout le monde de faire de même. Et peut-être que nous pouvons commencer immédiatement par la lecture d'un extrait. Thank you. Très honoré. Thank you. Igifu is a short book, if you can see, but my God, it's dense and powerful. I read it quickly, and it has not left me. I've gone back to read it again in order to prepare for this evening, and this is why I'm so excited about it. There's so many things that I want to talk about. I don't even think we'll have time to get to everything. We have to remember it's midnight, I believe, for Scholastique in France. So she's way ahead of us, and I'm going to be aware of the time. But maybe one of the things that has struck me the most about this book is the way that it deals with every aspect of civil war, the aftermath, and then the aftermath of conflict. And we begin with this title story, Igifu, which is from a young child's perspective. By the time we get to the end of the book, we've moved into the point of view of a young woman. The first story deals with hunger.
and all the lacks in a refugee's life. And that last story deals with grief, which is also an emptiness, an absence of something, its own kind of hunger. The book deals with everything in between in a beautiful way. And I wonder if Scholastique could open this conversation by reading us short excerpts from the book. Donc, Maza a mis en contexte un peu le livre en disant que c'était un livre très court, mais très dense, et depuis qu'elle l'a lu, il est resté avec elle tout le temps, et encore plus maintenant qu'elle l'a relu pour cette rencontre. Elle dit que donc la première nouvelle est dite elle est écrite dans la voix d'un personnage enfant. Elle tourne autour de la question de la fin, de ce vide, et que la dernière histoire concernant le deuil est aussi une autre forme de vide, et qu'on a dans le livre tout ce qu'il y a entre les deux, que ce livre est très puissant aussi parce qu'il a trait à la question du conflit et du génocide, mais aussi l'après et l'après-après. Et donc tout cela est contenu dans ce livre assez court, et elle propose donc maintenant de commencer, si vous voulez bien, par la lecture du début de l'ouvrage. Mais Omar, en fait, j'ai oublié de poser la question. Donc là, moi, je vais lire en français. Est-ce qu'elle va lire en anglais? D'accord, ok. Je lirai moi la traduction. D'accord, très bien. Ok, merci Omar. Alors, non, je ne vois pas assez. Alors, je commence. Les fou, la fin. Puisque comme moi, parce que je ne vois pas beaucoup. Oui. Alors, je recommence Omar. Puisque comme moi, parce que toi aussi, tu étais aussi... je ne vois pas. Désolée, j'ai un problème de lumière. Scholastic is having lighting issues. Ça y est, c'est bon. Alors, puisque comme moi, parce que tu étais aussi, tu as été déplacé à Nyamata, tu as connu toi aussi cet ennemi implacable qui jetait au plus profond de nous-mêmes, ce maître impitoyable auquel nous devions payer un tribut que dans notre pauvreté, nous étions incapables d'acquitter. Ce bourreau inlassable qui tenaillait sans répit nos ventres et brouillait notre vue, tu l'as reconnu. C'est l'Igifou, la faim, que nous avions reçu à notre naissance comme un mauvais ange gardien, l'Igifou. Il t'a réveillé bien avant que le jacassement strident des oiseaux annonce les premières blancheurs de l'aube. Il allongeait démesurément les ailes torrides de midi. Il était à ton côté sur la natte pour harceler ton sommeil. Il était le cruel magicien qui faisait lever ces mirages trompeurs, qui te faisaient voir une énorme potée de haricots fumants ou une boule de manioc toute blanche, te faisait sentir la bonne odeur de la sauce qui arrose un immense plat de bananes, te faisait entendre le crépitement des épis de maïs qui grillaient sur le charbon de bois. Et quand tu croyais saisir ces bonnes nourritures tant désirées, elles s'évanouissaient comme le voile de brouillard sur le marais. Et tu entendais alors les guifous qui ricanaient au creux de ton ventre. Nos parents, ou plutôt nos grands-parents, avaient si dompté les guifous. Ne pas à cause de leur gourmandise. Il n'y a pas de plus grand défaut pour un Rwandais que la gourmandise. Nos parents méprisaient la faim, car ils avaient du lait à donner à l'Igifou. Et l'Igifou en faisait ses délices. Et ils se tenaient tranquilles, comblés par toutes les vaches du Rwanda. Mais on avait tué nos vaches. Et on nous avait jetés dans cette terre stérile de Bouguessera. Le royaume de l'Igifou. Et moi, l'Igifou. Il m'a conduite jusqu'aux portes de la mort.
Je ne lui en veux pas. Je regrette même que les portes de la mort ne se soient pas ouvertes. Qu'on soit venu me retirer du seuil de la mort. Elles sont si belles, les portes de la mort. Il y a tant de lumière. I will just say that the beautiful translation I will read from is by Jordan Stump, and that it's translated from the French, obviously, and this is the beginning of the first short story, which is the title story, Igifu. You were a displaced little girl like me, sent off to Nyamata for being a Tutsi. So you knew, just as I did, the implacable enemy who lived deep inside us, the merciless overlord forever demanding a tribute we couldn't hope to scrape up, the implacable tormentor, relentlessly gnawing at our bellies and dimming our eyes. You know who I'm talking about. Igifu, hunger, given to us at birth like a cruel guardian angel. Igifu woke you long before the chattering birds announced the first light of dawn. He stretched out the blazing afternoon hours. He stayed at your side on the mat to bedevil your sleep. He was the heartless magician who conjured up lying mirages, the sight of a heap of steaming beans or a beautiful white ball of manioc paste, the glorious smell of the sauce on a huge dish of bananas, the sound of roast corn crackling over a charcoal fire. And then, just when you were about to reach out for that mouth-watering food, it would all dissolve like the mist on the swamp. And then you heard Igifu cackling deep in your stomach. Our parents, or rather our grandparents, knew how to keep Igifu quiet. Not that they were gluttons. For a Rwandan, there's no greater sin. No, our parents had no fear of hunger because they had milk to feed Igifu. And Igifu lapped it up in delight and kept still, sated by all the cows of Rwanda. But our cows had been killed, and we'd been abandoned on the sterile soil of the Bugesera, Igifu's kingdom. And in my case, Igifu led me to the gates of death. I don't hate him for that. In fact, I'm sorry those gates didn't open. Sorry I was pulled away from death's doorstep. The gates of death are so beautiful, all those lights. Thank you so much. Thank you, Scholastique Omar. I would like to talk a little bit about this opening story, which is from a child's perspective. And as the book continues, the characters in here get older until by the end, we're in the world of a young woman. And I thought that that was a very interesting way to approach a story about refugees, about exile, about massacres, to begin in the perspective of a child, and then to keep us very close to the world of women and also children. And I wondered if, Scholastique, you could talk a little bit about the decisions behind that, about perspective, and beginning with a child. Donc une première question scolastique au sujet du livre et au sujet de cette première nouvelle. D'abord la construction du livre, c'est-à-dire on commence du point de vue d'un enfant et puis au fil de l'évolution des nouvelles et du livre, on avance en âge d'une certaine manière. Mais pour en rester à cette première nouvelle, il semble très intéressant d'avoir essayé, enfin on aimerait bien en savoir plus sur les décisions qui vous ont mené à commencer comme ça par la bouche d'une enfant et à la décision de traiter de la question du génocide, de l'exil, du massacre, etc., en restant toujours proche ici du monde des enfants et des femmes en particulier. C'est par rapport à la première nouvelle Igifu, c'est par rapport à la globalité du livre. Ce que je viens de poser comme question, la première nouvelle, et puis si vous voulez dire quelque chose en plus sur la construction du livre et l'évolution, vous pouvez aussi. Alors, la première nouvelle,
En fait, quand j'ai écrit Gifu, au début, quand j'ai commencé à écrire, hein, parce que franchement, je n'avais aucune destinée d'être une écrivaine. Je suis une écrivaine atypique quelque part. J'ai écrit tout simplement parce que il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. S'il n'y avait pas eu le génocide des Tutsis au Rwanda, je pense que je n'aurais jamais écrit. Quand j'ai écrit, ça a mis beaucoup de temps, j'ai écrit d'abord pour sauver la mémoire et pour me préserver aussi de la folie. Je n'avais pas de marge, je n'avais pas de choix. J'étais survivante et je n'étais pas rescapée. J'étais survivante parce que mes parents l'avaient voulu ainsi. Ils m'avaient envoyé depuis 1973 quand on a décidé. Il y a un souci. Ça va, vous m'entendez? Vous m'entendez, Omar? OK. Quand on a décidé en 1973 de chasser tous les intellectuels Tutsis, les élèves, les fonctionnaires, les parents ont décidé, puisque j'avais pu accéder à l'enseignement secondaire et que j'avais fait partie de 10% de quota et que j'avais appris le français, qui pour les parents était un passeport international, ont décidé que je devais partir, m'exiler d'abord au Burundi, pays voisin. Ce qui n'était pas facile, mais en même temps pas trop compliqué, parce que tout se faisait à pied. Je devais y aller pendant la nuit, en cachette, en essayant de jongler avec les animaux, parce que l'Obugesera, c'était le domaine des animaux, et en même temps, de ne pas tomber dans le piège du camp militaire qui était justement, qui nous bloquait l'accès au Burundi, qui était entre le Rwanda et le Burundi. Donc, je suis arrivée au Burundi, et de là, depuis 1973, j'étais la mémoire de la famille. C'est le pendant 20 ans, on n'y pense pas tous les jours. J'étais adolescente, donc ça finit par arriver. Donc, je suis arrivée en France en 92 et je ne suis arrivée en 94. Et ce mois d'avril 94, quand j'apprends, comme tout le monde, à la télé, qu'il y a un génocide, on est en train de tuer les Tutsis au Rwanda, je ne me suis pas posé mille questions. J'ai dit, c'est le génocide. Je sais ce que c'est un génocide. Et là, j'ai dit, il faut sauver la mémoire. Et le moyen de sauver la mémoire, il n'y avait pas 1000 solutions, c'était d'écrire. Mais écrire, je ne pensais pas publier. Donc, j'avais à écrire, à sauver la mémoire, à sortir ces gens de l'appellation des cafards, à les sortir de l'anonymat du génocide. Parce que le génocide, en fait, la difficulté, c'est que vous avez des morts, mais vous avez des morts sans sépulture et dont vous ne pouvez pas faire le deuil. Et donc, il fallait absolument trouver un tombeau pour mettre mes gens, pour mettre les miens. Et c'est comme ça que j'ai écrit le premier livre, Cockroaches. C'était le seul livre que je devais écrire. C'était absolument construire un tombeau pour les gens, pour les Tutsis de Nyamata surtout. Parce que à Nyamata, on n'était que Tutsis, tout le monde avait été exterminé. Après... Peut-être je traduis ça, scolastique. So I will attempt to translate all that has been said, which is longer than I imagined. I never planned to be a writer. I wrote because there was a genocide. There was a genocide of the Tutsi in Rwanda. And I wrote first and foremost to salvage memory and to preserve myself from madness. I was a survivor, but not a survivor of the genocide itself, because I was not in Rwanda when it happened. But I survived in the sense that I'm the only member of my family who survived. And I survived because my parents had decided I should survive. I
happened to have had access to secondary education, which was a rare thing among the Tutsis. There were quotas, 10% of people in elite, of the students in elite schools could be Tutsis only. And I had had access to secondary education, meaning I had had access to the French language, which my parents considered as a passport, as an international passport, as a way to leave. So when I was a young woman, I went into exile in Burundi, in the neighboring country. My parents had decided so. It was relatively easy in the sense that it could be done on foot, except you had to do it at night. You had to find a way not to fall prey to the wild animals, and also to evade the military camp that was there and preventing us from crossing the border. So this was in the early 70s, and the Tutsis were already, of course, by then, victims of all sorts of violence. I spent 20 years in Burundi before I went to France in 1992. And so in 1994, when the genocide happened, I learned about it on TV. But when I heard the news on TV, I knew immediately what it was. I knew it was a genocide because I always knew it was coming. So for me, that's when I started writing, the main reason, the only reason, was to keep the memory, to save the memory of the people, to tell the world that my people were not cockroaches, as they used to call us. And also, the fact about a genocide is that you have dead people, you have a lot of dead people, but you don't have graves. So it was a way of constructing tombs, word tombs for my people. And for me, Cockroaches, my first book, my memoir, was the only book I was ever going to write. I mean, initially I wrote without necessarily seeking publication at all. I just had to write to not be mad and to keep the memory of things. But then I wrote this first book, and at the time, I wasn't necessarily expecting to write a second one. À vous, Scholastique. Alors, l'Igifou, l'Igifou, normalement, c'est une expérience de la fin. Aurait dû se trouver, je l'ai dit, l'écrire dans Inyenzi ou les cafards, dans Cockroaches. Seulement, c'était une expérience très douloureuse que je ne pouvais pas écrire dans la forte douleur dans laquelle j'ai écrit Inyenzi. Igifou, cette expérience, je pouvais l'écrire après avoir écrit le livre de ma mère, La femme aux pieds nus, puisque dans le livre de ma mère, j'écrivais, bien entendu, dans la douleur, mais avec une affection. Ce qui fait que ça m'a pesé. J'avais pu extraire une grande partie du poison qui m'étouffait. Et donc, il fallait que je revienne. C'est ça le sens même de tout l'Igifou, de 5 nouvelles. Il fallait que je revienne sur des expériences de ma vie que je ne pouvais pas écrire dans le premier livre. Et Igifou, en tant qu'Igifou, la fin, c'est cette héroïne Colomba, c'est moi, c'est Mukasonga. Donc, dans cette nouvelle, je me rappelle que la fin m'avait conduite jusqu'à affronter la mort dans cette vision lumineuse qui, pour moi, conduit vers le paradis ou vers le néant. Ça, je l'ignore. Et quand je l'ai écrit, c'est que j'avais parce que quand on est survivant, le problème, c'est qu'il y a toujours une culpabilité et une grande impuissance. Et je me disais, je rêvais, je disais, si j'avais la certitude que les miens qui ont été assassinés, si après la douleur de la machette,
c'est quand ils ont été, parce que moi j'avais été, quand j'ai frôlé cette immortelle à la fin, j'ai été comme dans une forme de tunnel. Alors moi je me disais, je rêvais, j'espérais qu'eux aussi ils ont pu vivre cette expérience, de se trouver après la souffrance dans ce tunnel et de goûter à ce ravissement et à cette lumière douce et légère qui conduit vers le paradis ou vers le néant. C'était un souhait de Gifu pour mes parents, pour tous ces de Nyamata. So Igifu and the word itself and the first short story is about the experience of hunger. I should have included the experience of hunger in the first book, in my memoir, Inyenzi, Cockroaches. But I wasn't able to at the time. I wasn't able to write about something so harsh in the state of pain that I was in writing my first book, writing the memoir. So certain things that didn't make it into the memoir kind of started coming up in the other book. So the second book I wrote is the one that I devoted to my mother, the Barefoot Woman, as it was translated into English. It could have gone in there, but ended up in this book. In a way, when I wrote The Barefoot Woman, the book from my mother, I was also in great pain, but I wrote it also with a lot of affection because it was about my mother. So I was already starting to purge myself from the poison in a way. And so I was able in this book, in Igifu, to write about the experience of hunger. And Colomba, the main character in the short story, is me, is myself, is Mukasonga. At the end of the excerpt that we read, there was this idea of the nearness of death, or the nearness to death, as something that leads you perhaps to heaven, perhaps to nothingness. But it is something that comes with those lights, that comes with a certain kind of a possibility of light and lightness in a way, through the crossing of a certain suffering. And so you have to understand, when you're a survivor, apart from the fact of surviving the genocide, there is an overwhelming feeling of guilt, and there's an overwhelming powerlessness. So what I was hoping for, in a way, was that my people, my dead, in their kind of undergoing the machetes, I was hoping that perhaps they too experienced the kind of tunnel that I went through with the experience of hunger, meaning the hurt of the hunger followed by this tunnel, with this tunnel of near death that is also full of the clarity and lightness of the light that I talk about in the excerpt. So I was kind of hoping that they had something like that experience. That the last part of that story, that last paragraph, is an absolutely beautiful rendering of exactly what you're talking about, Scholastique, with that sharp pain, but the light that feels almost, it's a mercy that's being given to this young character after this hunger that was crippling. And it's written so beautifully. I was looking at that and thinking about the last story, which is grief, and thinking about the way that these two pieces connect. The very beginning, which is from a child's perspective, Colomba dealing with hunger, and then the end, which is a woman in exile whose mother has died. She's dealing with grief, and what do you do about the dead? What do you do with the memories? And it's interesting that both of these offer a sort of redemption or sort of mercy in the aftermath of suffering, of grief. And
this is going to be really long, Omar. I'm so sorry. I'm trying to think of a way to make it shorter. But as soon as Scholastique, as soon as you said these were word tunes for my people, when you describe your writing like that, and I'm thinking of these images of light, redemption, you know, moments of peace that come throughout this collection. I'm also reminded of a quote that I have been looking at recently that says that we have to take care of our dead, that no matter how long they've passed, how long ago it has been, that they are still in danger of being forgotten, of being misinterpreted, of being erased. And I wondered if Scholastique could talk a little bit more about the act of writing as a kind of reclamation, a kind of protection, the same way that light shows up throughout this book in redemptive ways. Je traduis la question. Vous aviez fini sur cette idée de la lumière, d'espérer que les vôtres, ceux qui sont morts, avaient connu cette lumière du tunnel. Elle dit que le dernier paragraphe de la nouvelle dit exactement ça, dit exactement cette idée-là. Elle le dit de manière extrêmement belle. Et elle met en relation cette première nouvelle avec la dernière, donc celle de cette femme exilée dont la mère meurt, etc. Et donc, elle pose la question, à partir de là, à partir de ces deux nouvelles, la question de que faire de nos morts, que faire de la mémoire, et de l'idée d'une possible rédemption après la souffrance, et notamment à partir de ce que vous disiez sur l'écriture ou les livres comme des tombeaux de papier pour les vôtres. Elle pensait à une citation qu'elle a lue récemment qui dit « Nous devons prendre soin de nos morts ». Ils sont toujours en danger, car ils sont toujours en danger d'être oubliés, effacés, mal interprétés, etc. Donc, elle voudrait que vous parliez un petit peu plus de l'écriture comme manière de récupérer quelque chose ou de garder quelque chose en vie, comme l'écriture comme façon de protéger, en fait, des morts, par exemple. Je vais me permettre moi aussi de citer, comme je ne peux pas ne pas citer Elie Wiesel, parce que, sachant que Elie Wiesel, je le lis après que j'avais écrit. Tout ce que j'ai lu sur les gens qui ont connu la Shoah, qui ont vécu malheureusement la même expérience que moi, Elie Wiesel, Primo Levi, Shalom Slader, et puis d'autres, comme Marthe Gray, par exemple, qui a écrit au nom des miens, au nom de tous les miens, et qui dit j'ai décidé, puisqu'on a pris les vies, j'ai décidé de vivre pour que les miens revivent par moi. C'est quelque chose, c'est une petite phrase, mais qui en dit long, et je pense que c'est ça qui a aussi guidé ce que j'ai pu, qui m'a permis de rester debout, parce que je savais bien qu'il fallait revivre pour eux. Alors, je vais faire la citation d'Elie Wiesel parce que ça va me permettre d'aller en profondeur. Elie Wiesel, dans son livre La nuit, il écrit ceci. Et c'est ça que j'ai fait. C'est la même démarche exactement. Pour le survivant qui sauvait témoin, le problème reste simple. Son devoir est de déposer pour les morts autant que pour les vivants, et surtout pour les générations futures. Nous n'avons pas le droit de les priver d'un passé qui appartient à la mémoire commune. L'oubli signifierait danger et insulte. Oublier les morts serait les tuer une deuxième fois. Et si les tueurs et leurs complices acceptaient, nul n'est responsable
de leur première mort, nous le sommes de la seconde. Peut-être je vais vous laisser, mais elle a dit lire ça, à Maza, hein, à moins que vous ayez besoin Je de vais vous essayer. traduire. Non, je vais essayer. Oui, bien sûr, parce que c'est pour le public, c'est pas juste pour Maza. Oui, 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 c'est vrai, I will, I mean, these are quotes, so it's going to be hard to translate them, but I'll give you the gist of them. Because you gave a quote, Maza, Scholastique felt compelled to do, to also give you quotes. Okay. And it mainly made her think of the fact of certain authors, various authors who wrote about the Shoah, about the Holocaust, whom she had not read before writing her first books. She read afterwards, but she recognized something very strongly in them. And she mentioned Elie Wiesel, Primo Levi, she mentioned Martin Gray also. And the first thing she quoted was from Martin Gray, saying something like, since their lives were taken, I decided to live on so that my dad could live again through me. Mm. That was the first quote. And the second quote, which was longer, was from Elie Wiesel's The Night. I won't be able to give you the whole quote, but it was in two parts. The first part was about the necessity of bearing witness for the dead, but most of all for the living and for all of those who will come, because not bearing witness would be to deprive them for something that should belong to the memory of humanity as a whole. And the second part was to do with the fact that forgetting the dead would be tantamount to killing them a second time. And if we are not responsible for their first death, we would be responsible for the second one. That's really powerful. I think she had more to say. Oh, she had more. Whoops, okay. Vous vouliez poursuivre, Scholastique? Oui, je voulais poursuivre et donc à partir de ce qui est important dans la citation d'Elie Wiesel, et qui est la démarche de tous les vivants ou escapés, c'est lutter contre l'oubli. Parce que tout simplement, les gens qui sont victimes du génocide, je le répète, vous avez des morts, mais vous n'avez pas de corps et vous n'avez pas de sépulture. Donc, l'écriture va venir vous aider à créer un lieu pour les redonner une humanité qu'on leur a déniée. C'est pour cela que dans le premier livre, Inyenzi ou les cafards, je m'employais surtout à énumérer les noms. Et dans la mesure du possible, à chaque nom, d'y accrocher un souvenir de chacun. Et surtout un souvenir heureux, un souvenir de ce qu'ils ont été, des hommes, des résistants, courageux, comme dans la femme aux pieds nus, des femmes fortes qui ont refusé cette chanson de tous les jours, et quand il donnait au monde un enfant, c'est la mort qu'il donnait, que l'enfant était déjà mort avant même de vivre. Donc c'est ça, c'est pour cela que chaque année, on nous reproche au Rwanda, quelquefois on peut entendre des reproches, que chaque année il y a la commémoration que nous appelons Kwibuka, se souvenir, parce que tout simplement, ce n'est pas pour célébrer la victoire des uns et la honte des autres. C'est tout simplement que nos enfants n'oublient jamais. Cette histoire est douloureuse, mais c'est leur histoire. Il ne faut pas qu'elle soit occultée. Il ne faut pas qu'elle soit falsifiée. Donc, le survivant et le rescapé, son devoir, c'est absolument d'entretenir la mémoire et de lutter contre l'oubli.
Et c'est pour cela que le gardien de l'église dit à cette pauvre, à mon héroïne, à cette femme, ne cherchez pas vos morts dans les latrines ou dans les fosses communes. Ils sont avec vous et ils sont vos forces. Et cette force, vous l'avez. Donc l'écriture m'a permis de donner un lieu et de donner une sépulture et de donner une humanité et de dire ils sont morts, pas en tant que cafards, mais en tant qu'être humain. The importance of the Elie Wiesel quote that I gave is in part that the duty of anybody who survives is to fight forgetfulness. And as I said earlier, victims of genocide are dead, but we don't have their bodies and we don't have graves. So in a sense, to answer your question, writing helps me create a place for them. It's a place-making thing to give them back a certain humanity that was denied them, which is why in my first book, one thing that is prominent in Cockroaches in my first book is I tried to enumerate the names of all the people who died, all the people I remembered, and to attach to each name a memories of them, happy memories of them, memories of courage, the courage of these women who refused this kind of daily song, or the sense that each child that they would be giving birth to is a child that was already dead or bound to be dead. And people sometimes wonder why we have this yearly commemoration of the genocide in Rwanda every year. It's not to celebrate, the victory of some and the defeat of others, or the shame of others, but it's it's so that our children don't forget, as survivors have the duty to keep that memory. And that is why in the last story of the book that you referred to, the church guard tells this woman who's looking for her dead mother, for the body of her dead mother, tells her, don't look for her in the mass graves, don't look for her in the latrines. It is in you that she is living on. Yeah, thank you. Thank you for that. I'd like to talk a little bit about the mothers and the women in this book. The beauty of Igifu, and I think the beauty of all the books that Scholastique that you have written, is the way that you make these lives feel real. We move into the intimate worlds of human beings. These are stories not just of tragedy, but also of community, of family, of love. And one of the moments that really struck me in here was in the second to the last story. Let me see, I forget the title now, not The Curse of Beauty, but there's Fear. In Fear, where there are school children and they're being told to hide because there might be some killers coming into their village, but the mothers tell them to put on their best clothes. And in here, the student who's narrating this understands suddenly that all of the mothers have put on their best dresses. And it was as if they wanted to meet their killers with dignity and like human beings. And I thought that was absolutely a profound statement. And I'm also then moving, to the story about Helena or Helene, and thinking about the options that women had. If they happened to survive one thing, they were confronting something else. And in thinking about the choices that these women were making to dress well, and the choices that Helena was making
I found there was something being said about courage, I think, about different ways to maintain dignity when it feels like these women were in situations that would have stripped them of all dignity and of all control of their lives. And I wondered if Scholastique could talk a little bit more about the choices that women have or had in these stories between Helene and these mothers, and even that last story with this young woman looking for her dead mother. Une question à propos des mères et des femmes dans le livre. Une des choses très belles dans ce livre et dans vos livres en général scolastiques, c'est la manière dont les vies des personnages paraissent très vraies. Enfin, on peut les sentir. On sent la concrétude des vies et ce sont des histoires pas seulement de tragédie, mais de communauté, de famille et de vie. Donc quelques références aux nouvelles du livre. Donc dans la nouvelle qui s'intitule Peur, la peur, il y a ces écoliers à qui on dit qu'il faut qu'ils se cachent qu'il faut se cacher parce que des assassins risquent de venir et tuer tout le monde dans le village. Donc ils se cachent tous ensemble, mais leur mère leur demande de porter leurs meilleurs vêtements, leurs meilleurs habits, et ils se rendent compte que leur mère aussi porte leur plus belle robe, comme si il fallait rencontrer son tueur d'une certaine manière avec dignité, en préservant son humanité au maximum. Et de la même manière, ou pas tout à fait de la même manière, mais en tout cas autour de la même idée, le personnage de Helena, qui était pour Maza l'occasion de se poser la question, notamment pour les femmes, c'est-à-dire quels sont les choix que les femmes ont, c'est-à-dire si elles survivent à quelque chose, à quoi d'autre est-ce qu'elles seront confrontées ensuite? C'est-à-dire c'est pas tout de survivre aux assassins, il y a d'autres difficultés qui arrivent ensuite. Donc comment maintenir le courage, comment maintenir la dignité? Donc voilà, c'est cette question de vous demander de parler un peu plus de ces personnages féminins, des difficultés particulières auxquelles elles font face, à travers ici donc les mères des enfants dans la peur, Helena dans sa nouvelle, et aussi cette femme qui cherche sa mère morte dans la dernière nouvelle. Maza, elle a tout à fait nommé les choses comme on le vivait. La dignité et la peur, c'était les deux comportements, les deux choses, c'était les attitudes les plus précieuses à avoir. La peur, à Yamata, on l'avait transformée en force. Tout était sujet à peur. Je raconte comment les enfants, comme vous venez de le dire, à l'école, le maître disait je sens qu'il y a le danger, je crois que les tueurs approchent, il faut rentrer à la maison, il faut courir. Et les enfants avaient appris à ne pas se poser de questions. Et ce n'est pas de la fiction, Omar. Hein. Bien sûr qu'il y a un tout petit peu de fiction pour donner un peu plus de goût dans l'écriture, mais ça part toujours des expériences vraies, vécues. La peur ne devait pas faire écho à la panique. Il n'en était pas question de paniquer. On n'a jamais paniqué. Si on avait paniqué, on aurait été perdu. Donc, il fallait toujours réagir, créer d'autres forces, créer d'autres moyens, d'autres tactiques pour s'en sortir. Et la dignité toujours présente. Si à un moment donné, j'écris en effet qu'avant de se coucher, les mères remettaient les beaux habits du dimanche et habillaient les enfants de leurs plus beaux habits pour l'école et pour la messe. Parce que même si on devait mourir, parce qu'on faisait tout pour rester debout, mais
En même temps, ça pouvait arriver, c'est arrivé en 1994, mais on pouvait nous prendre la vie, mais on ne pouvait pas nous prendre notre dignité. Les gens ont été très surpris. Ceux qui ont été les étrangers qui étaient sur place, qui ont vu, qui ont malheureusement eu le malheur d'assister à des scènes d'assassinat, de génocide. Tout le monde était surpris que même les enfants ne pleuraient pas. Pour les tuer, ils voyaient les tueurs, ils attendaient parce que c'était un travail, mais ils ne pleuraient pas. Elena, elle a été victime parce qu'au Rwanda, dans ces années de haine, de persécution, c'était doublement le malheur d'être femme, jeune, Tutsi et belle. Les femmes Tutsi, il y avait un mythe de la belle femme, de la beauté Tutsi. Et les femmes Tutsi, pour les Hutus, étaient les pires ennemis. C'était des serpentes, des traîtres qui s'insinuaient chez les personnes influentes, les étrangers, pour diaboliser et détourner l'attention, pour parler du mal de la politique d'apartheid Hutu. Et c'est pour cela que pendant le génocide, elles ont payé le double tribut. Non seulement elles ont été tuées, mais avant d'être tuées, elles ont été dégradées, elles ont été violées. Ceux qui n'ont pas été tués, que la mort n'a pas voulu, elles ont été des objets sexuels. Elles auraient aimé mourir et n'ont pas eu la chance de mourir. Vous savez, ce n'est pas, et je termine pour que Marc puisse traduire, ce n'est pas une vie pour une mère d'avoir été violée par le tueur de ses enfants, de toute sa famille, de tomber enceinte de son violeur et d'accoucher l'enfant du violeur et que cet enfant soit toujours le souvenir, le présent de son passé qui ne passera pas. So Maza has named things perfectly, i.e. described things as we lived them. Dignity and fear were the two most precious attributes and most precious attitudes we had, because fear we had transformed into a strength. At school, the teacher would always be watching out the window and would always be saying, I feel a danger. You must all go home. You must run. And this is not, I mean, of course, there is always a little bit of fiction in the writing, but this is not fiction in the sense that this always departs from true lived experience. And fear is not the same thing as panic. We never panicked. If we had panicked, it would have been the end every day, all the time. We always had to find ways to react, tactics, to create other forces, create other strengths. And we knew that even if we had to die, we had to die with dignity. We did everything to stay standing. We knew that death could come. It did come in 94. But we were sure that if they could take our lives, they could not take our dignity. And people who witnessed the genocide, people who witnessed murders in 94,
there are various testimonies about people being very surprised that they saw children being killed and not crying. To go back to the character of Helena, whom you mentioned, she was a woman, she was young, she was Tutsi, and she was beautiful. And there was in Rwanda a kind of myth of Tutsi beauty, of the beautiful Tutsi woman, whom for the Hutus was the worst enemy in a way, because they were supposed to be, treacherous snakes in a way. They would infiltrate themselves into Hutu men's lives, for instance, and create all sorts of problems. And therefore, during the genocide, they paid doubly in a way. They were killed, they were also raped. And in certain cases, they would have liked to simply die. But can you imagine the life of a mother raped by the man who killed her children, getting pregnant, giving birth to the child of her rapist and the murderer of her children, and this child being the present, the kind of lasting present of a past that would never pass? Wow. Thank you for that. I think that last part really seems to tie in so well with what Scholastique said earlier about creating these word tombs for human beings, for those people who have passed, that, in speaking them, in writing them, in remembrance, it's a way to shelter, not only the dead, but maybe the living, like this mother who gives birth to that child, who is the half sibling of all those other children who are dead. It's really beautiful and harrowing to think about that story, but how it connects to what she's speaking about now. I'd like to go back a little bit and think one thing I was struck with in this, and I would like to, I think a panelist also had a similar question that I had. One thing that really was done so well and but so subtly in here was a reminder to all of us that the genocide in the 90s, there was a historical reason for, there was a background to this. It didn't just come out of nowhere. There was a massacre of 1962 that was mentioned in the book. There were others. And so what the book did so well was very quietly insist that these kinds of stories don't erupt from nothing. And I really commend Scholastique for doing that, because it's a pushback on the stereotypes, on all the assumptions of atrocities that might take place in Africa or different places outside of the West. But I think my question is, this book is, following these other books that Scholastique has been writing, and I wondered if, I'm sorry that we have ambulances that have started up again recently in my area, but I'm wondering if she can talk a little bit about the progression that she was making from book to book on how she wanted to talk about this history, about the histories that are contained here. And there was another question I was curious about the different literary influences that went into these books. And one of our panelists was curious about Our Lady of the Nile, and how it seems to read a little bit differently from the memoirs. Were there different influences for that one as opposed to the memoirs? So that was a lot, Omar, but I wanted to get as much in as I could. Sure, because I think there are questions from the audience as well. Scholastique, donc merci beaucoup pour cette
cette explication et ce commentaire. Et je passe... et aussi pour la manière dont ce livre, comme vos autres livres, de manière subtile et de manière calme, d'une certaine façon, on pourrait dire, amène et insiste sur cette idée que le génocide n'est pas quelque chose qui est arrivé un jour au milieu de nulle part, comme on se l'imagine toujours ou comme on se l'imagine souvent en Occident, si vous voulez. C'est cette idée qu'il y a eu des massacres auparavant, que c'était quelque chose de préparé par l'histoire, etc. Et donc, Maza se pose la question de, avec cette idée en tête que vous vouliez donner de la place au contexte historique, à la progression d'une histoire, est-ce que dans votre esprit, vous avez construit d'une certaine manière une sorte de progression de livre en livre dans les éléments historiques ou les éléments de contexte que vous essayez d'apporter à l'intérieur des histoires et des vies des personnages. Et une deuxième question un tout petit peu liée qui vient d'un commentaire de quelqu'un qui est en train d'assister, c'est la question des influences littéraires. Est-ce qu'il y a des influences littéraires? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont influencé, à part ceux que vous avez déjà cités? Parce que, par exemple, il y a des différences dans le style d'écriture qui sont assez notables, par exemple, entre Inyenzi et Notre-Dame du Nil, pour donner simplement un exemple. Alors, ce qui concerne, je commence par la fin. L'influence pour l'écriture. Je crois que j'avais commencé par ça. J'avais un devoir de mémoire. Il y avait urgence. Je n'avais pas le temps de me poser la question. Je n'avais pas cette chance. Il n'y avait pas marge à ça. Il n'y avait pas, Solix ne pouvait pas me le payer. Je devais absolument sauver la mémoire. J'étais menacée de devenir folle. J'étais menacée de me retrouver d'un moment à l'autre et d'une seconde à l'autre avec toute ma mémoire effacée. Ça veut dire tous ces gens disparus. J'étais consciente que j'étais peut-être la seule adulte survivante, pas rescapée. Hein. J'ai toujours dit, je ne pouvais pas être rescapée à Nyamata. Donc, j'avais affaire avec ce que j'avais. J'avais appris à lire, à écrire. J'avais eu la chance, c'est pour cela que j'ai écrit Notre-Dame du Nil. J'avais été dans une école d'élite féminine. Je ne me posais pas la question. Je me confiais à la feuille blanche qui ne me posait pas la question, qui prenait note de ce que je lui confiais. Et quand j'écrivais, je l'ai dit, je le répète, je n'avais aucune intention de publier. Je sauvais ma mémoire. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai pu aller chez moi, et j'ai mis du temps pour aller chez moi après le génocide. Après le génocide, quand le génocide a été arrêté ça a duré 3 mois, ça a été arrêté en juillet 1994. Le premier réflexe de ceux qui venaient d'arrêter le génocide, et donc des Tutsis exilés qui venaient de l'Ouganda, c'était d'appeler tous les exilés à rentrer chez eux. Je n'ai pas eu la force de rentrer. Je ne pensais même pas rentrer. Vous savez bien que je devrais un jour aller chez moi. Mais je ne pouvais pas prendre le risque de faire quelque chose où je suis sûre que je ne suis pas assez solide pour affronter la réalité nue. J'ai mis 10 ans pour aller au Rwanda. Je suis allée en 2004. Et quand j'ai vu la réalité nue, je me suis dit, ça ne suffit pas. Que j'ai écrit par ici, par là, comme Primo Levi l'a fait. Il faut que je rassemble toutes ces notes éparses, que je organise ces notes, parce que ça doit être consigné. La mémoire doit rester. Et la mémoire devient tellement lourde que je ne peux pas la porter toute seule. Il faut recruter d'autres porteurs de mémoire, donc mes lecteurs, ceux qui vont me lire. Et c'est comme ça que j'ai envoyé mon manuscrit
à des éditeurs. Je ne me posais même pas la question si on allait me publier. Moi, j'avais dit que je publiais, puis c'est tout. Donc, après, pour organiser l'écriture, je vais faire le résumé parce que c'est beaucoup déjà ce que j'ai dit. Il n'y avait pas... au fait, quelque part, j'ai hérité de ma mère le don de comtesse. Ma mère était une comtesse intarissable, et d'ailleurs, dans la tradition rwandaise, les mères sont des comtesses. Et moi, je me devais être aussi prendre le relais et devenir comtesse. Je suis devenue comtesse, mais comtesse sous une autre forme. D'abord parce que j'ai appris à lire et à écrire, que je peux compter par écrit. Deuxièmement, on ne peut pas raconter le génocide. Mais les livres venaient, donc j'ai comme quelque part le trésor d'Ali Baba, dans les contes de ma mère, je sors toujours. D'abord, j'ai écrit sur ce que j'ai vécu dans mon enfance à Nyamata. Les 3 premiers livres dont Igifu, qui sont autobiographiques. Après, je puise dans les contes de ma mère. Donc, les livres viennent. La femme au pianiste, je devais l'écrire, parce qu'autrement, j'aurais été une fille ingrate si je n'avais pas rendu hommage à ma mère. Après Igifu, c'était pour revenir sur ce que je n'ai pas pu mettre dans Inyenzi. Après Notre-Dame et Dinil a un sens aussi, parce que c'est une expérience vécue dans son lycée, qui n'était pas le lycée Notre-Dame et Dinil, mais qui est le lycée Notre-Dame et des Citeaux, qui était aussi le lycée d'élite, où j'ai vécu une expérience dans l'isolement, parce qu'à Nyamata, nous étions tous Tutsis. On partageait la même souffrance et le même combat. Au lycée, j'étais seule, comme je l'ai écrit dans Notre-Dame et Dinil. Après, les autres viennent parce que j'ai pris plaisir à écrire. Voilà. Okay. So to answer from the end, i.e. to answer the question about literary styles and literary influences, as I said earlier, I had a duty to remember. I was in a kind of an emergency when genocide happened. I did not have time to ask myself the question of style. I was threatened to become crazy, to find myself from one second to the next with my memory lost, erased, meaning with all of those people, my people, disappeared forever. I was the only survivor I knew. I was in France and I was the only survivor I knew. So I had to use the tools I had. I had learned to read and write. I would pour myself into the blank page, and the blank page was not asking me the question of style. It was just taking note of what I was saying. Again, at the time, I had no intention to publish. It took me a long time to return to Rwanda, to return home after the genocide. You know, the genocide itself lasted for 3 months, from April to July 94. And after those 3 months, the first a number of exiled Tutsis were calling for Tutsis to return home. I was not able to do that. It took me 10 years to be able to return. And so I returned in 2004, and when I saw the naked reality there, that's when I thought that it was not enough to just write my notes here and there, my notebooks for myself. That's when I decided I had to give them a publishable form. That's when I decided I needed to send things to a publisher. So it was only 10 or 12 years after having written, 12 years after the genocide, that the first book appeared. I inherited from my mother the gift of storytelling. She was a storyteller. I had to find a way of becoming a storyteller in my own way. And that involves two things, which is that my storytelling
happens in writing. And the second thing is that one cannot tell the story of a genocide. So I had to find a way around that. And just to give you a kind of brief outline, the first 3 books, of which Igifu is the third one. So the first 3 books, Cockroaches, The Barefoot Woman, Igifu, are all autobiographical. They're about my childhood in Nyamata, which is the place where the Tutsis had been exiled and kind of concentrated in a way. And then the books that came after are books where essentially I took inspiration. I mean, my source was the stories that my mother used to tell. So I kind of took inspiration from my mother as a way to preserve her memory as well. And to speak about Our Lady of the Nile, I mean, that came from an autobiographical experience. I went to an elite high school. It wasn't called Our Lady of the Nile. It was called Notre Dame des Citeaux. And there I had my first experience of isolation in a way, because in Nyamata, it was only Tutsis. We had all been taken there and we were amongst ourselves. I mean, there were the soldiers and all that, but we lived in villages where there were only Tutsis. In this high school, I was among a majority of Hutus. So that was a very strong experience of isolation. And after that, then the books started, more and more books started coming because I had started taking pleasure at writing in some way. Thank you. Thank you so much. I want to start, we should start wrapping this up. I think it's very late, but I will turn it over to you. Yeah, I want to thank you 3. First of all, this was a really, really wonderful conversation. And we have one audience question that I think we haven't covered, so I'd like to ask that very briefly, if that's okay. This is from Ray, and she just wants, she's asking if Scholastique can talk a bit about writing in French, a language that was denied to so many Tutsi. Scholastique, donc la question d'une auditrice est, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu du fait d'écrire en français, qui est une langue qui n'a pas été donnée à tous les Tutsis, qu'il n'a pas été donné à tous les Tutsis de maîtriser. C'est une question. Ça, on m'en a posé des questions. C'est la première fois qu'on me pose la question, qu'est-ce que ça fait d'écrire en français? Bon, alors je vais essayer de répondre. C'est bien. D'ailleurs, ça me permet de bien réfléchir. D'abord, je répondrai, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Parce que je n'ai pas réfléchi en quoi, dans quelle langue j'allais écrire. Pour la simple raison que j'avais une mémoire à sauver et qu'il fallait écrire, et qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte, et quand on me lit, et même j'ai vu dans les livres traduits en anglais, qu'il y a des mots qui restent en Kinyarwanda. Je ne me suis absolument pas préoccupée en quelle langue je vais écrire, parce que j'ai écrit dans les 2 langues. Je ne parle que 2 langues, et un tout petit peu le Swahili, mais le Swahili, je suis allée loin de l'écrire. Donc, je pouvais bien écrire en Kinyarwanda, comme je pouvais écrire en français. Le Kinyarwanda, il était présent, puisque j'écris de toute façon sur le Rwanda. Dans un côté, c'est du Rwanda. Si l'histoire du Rwanda, l'histoire est en Kinyarwanda, mais ça se transcrit sur la feuille en français. Et je pense que l'organisation s'est faite automatiquement, parce que tout simplement, c'était une histoire qui ne pouvait pas être qu'une histoire qui concernait que le Rwanda, qui ne pouvait pas être qu'une histoire rwandaise, parce que ça concernait la communauté nationale, l'humanité entière. Donc, il fallait utiliser une langue qui me permet, en effet, d'être lu par le plus grand nombre possible, de partager avec le plus grand nombre possible. Si j'avais écrit en Kinyarwanda,
ça allait être libre que par les Rwandais. C'est une langue qui restait enfermée au Rwanda et peut-être un peu au Burundi. Ma démarche, c'était absolument d'ouvrir beaucoup plus et de recruter le plus possible d'autres porteurs de mémoire, comme je l'ai dit. Et donc, je n'avais qu'une langue qui me permettait de le faire, c'était le français. Interestingly, I had never been asked this question. As I said, so which also means maybe I haven't thought about it all that much. So I will attempt an answer. I had a memory to salvage. I had to write, and at that moment, it happened in French. That said, if you look at the books, and this book in particular, but the others as well, they are full of words in Kinyarwanda. So the language, my mother tongue, is in there. And it came that way. It came in two languages somehow. But I decided that the organization of the words on the page would be in French. The structuring language would be French, even though that French would be holding a lot of Kinyarwanda within it. My sense is also that I wanted the books to be read by as many people as possible. Kinyarwanda is a language that's only spoken in Rwanda and in Burundi. In a sense, for me, having the books not read only by people in Rwanda, but read by a larger amount of people is a way for me to recruit the largest possible number of other carriers of memory. I consider my readers as people who join me in carrying this memory, and I wanted to have as many as possible. Thank you. That was a great one to end on. Again, thank you all out there. I think we had about 100 people at one point. And thank you to our friends at Archipelago Books for bringing Scholastic's work to a US audience. We really love you guys for that. Next week, we're hosting the launch of Cristina Rivera Garza's new book, Grieving. You can find out how to register for that at our website. Thank you all again. Scholastic, so late over there. Appreciate you staying with us for this long. And Maza and Omar, have a good night. Merci. Thank you, Omar. Good night. Good night. Merci d'être resté si tard, Scholastique. Non, ça ne fait rien, c'est pas grave. Je suis ravie d'avoir fait connaissance avec Maza, de vous avoir retrouvé Omar, et j'espère que j'aurai l'occasion de retrouver cette très belle ville que j'aime beaucoup, New York. Boston. Boston, c'est majestueux. Et que vous viendrez cette fois-ci avec moi à Boston, Omar. Vous refusez de m'accompagner à Boston. Entendu. Scholastic is looking forward to an opportunity to actually physically come to the US again. Yeah. New York and Boston are dear to her heart and memory. Bye. Thank you so much. Merci. Thank you, Omar. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Ah. Thank you. Thank you. Et Omar. Thank you. Thank you. Merci. Bye-bye.